Nous sommes un studio de doublage et ce soir, nous allons vous raconter une histoire qui nous a longtemps empêchés de dormir. Il y a des moments dans la vie où tu te retrouves debout dans un couloir, en robe de mariée, et tu comprends soudain que tout ce que tu croyais savoir sur l'homme que tu allais épouser dans 20 ou 20 minutes était faux. Pas un peu faux, complètement, irrémédiablement faux. Et la chose étrange, c'est que ce n'est pas lui qui me l'a dit. C'est une porte entr'ouverte, une porte de rien du tout, en bois peint en blanc, avec une poignée dorée qui avait besoin d'être resserrée depuis des mois. Cette porte m'a sauvé la vie. Je m'appelle Camille Renard. J'ai 31 ans maintenant. Mais le jour dont je vais vous parler, j'en avais 29 et je portais une robe que j'avais choisie moi-même, payée avec mon propre argent, contre l'avis de la mère de mon fiancé qui avait dit, très doucement, avec ce sourire qu'elle réservait aux situations qu'elle trouvait embarrassantes, que le style était charmant, charmant, comme si ma robe était une enfant qui avait bien essayé. Mais je reviens en arrière, parce que cette histoire ne commence pas dans ce couloir. Elle commence bien avant, dans une cuisine de 4,20 mètres carrés à Nantes, avec une fenêtre qui donnait sur un jardin que mon père entretenait le dimanche matin en sifflotant des vieilles chansons qu'il ne connaissait jamais en entier. Mon père, Bernard Renard, a travaillé pendant 38 ans dans le bâtiment. Maçon. Pas cadre, pas ingénieur, maçon. Il posait des pierres, il montait des murs, il rentrait le soir avec de la poussière blanche dans les sourcils et des mains qui ressemblaient à de vieilles cartes routières, toutes zébrées de lignes. Ma mère, Michel, travaillait à la cantine de l'école primaire du quartier. Elle servait à manger à 250 enfants par jour. Elle connaissait leurs prénoms, leurs allergies, leurs petites manies. Elle savait que le petit Théo ne mangeait les carottes que si elles étaient râpées, et que la fille Onate, Inès, avait peur des tomates entières, mais les acceptait en morceaux. Ces détails-là, ma mère les retenait comme d'autres retiennent les codes de leur coffre-fort. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres non plus. On était ce qu'on appelle une famille normale, ce qui veut dire qu'on avait toujours à manger, que les factures étaient impayées, parfois en retard mais toujours payées, et que les vacances, c'était la Vendée en août avec un camping qui sentait la crème solaire et les merguez grillées. J'ai grandi dans une maison où la porte était toujours ouverte. Littéralement. Mon père disait que fermer sa porte à clé, c'était une façon de dire aux voisins qu'on ne leur faisait pas confiance. J'ai fait des études de kiné, puis une spécialisation. Puis j'ai ouvert mon cabinet à Lyon, à 26 ans, avec un prêt bancaire et une peur panique qui ne m'a quitté qu'après le premier trimestre rentable. Je suis partie de Nantes avec une valise et un plan. Et j'ai construit quelque chose qui m'appartenait vraiment. C'est à Lyon que j'ai rencontré Édouard. Édouard Marchand. Grand, cheveux châtains, un sourire qui arrivait toujours une seconde après le bon moment, comme s'il avait calculé l'effet. Il m'avait abordé dans une galerie d'art pendant un vernissage où je n'aurais pas dû me trouver. J'y étais allée parce qu'une collègue m'avait dit qu'il y aurait du bon vin. Il y avait du bon vin. Il y avait aussi Édouard. On a parlé 2 heures debout devant un tableau que ni lui ni moi ne comprenions vraiment, et ça nous avait fait rire. Ce rire, je m'en souviens exactement. Franc, inattendu, le genre de rire qui fait qu'on se sent moins seul dans une pièce pleine de gens. Les marchands. C'est là que tout devient compliqué. Édouard était le fils unique de François et Hélène Marchand. Promotion immobilière depuis 2 générations. Bureau à Lyon et à Paris, un nom sur une résidence de standing en banlieue ouest, et une maison à Écully qui ressemblait à une photo de magazine, grande, froide, parfaitement rangée. La première fois que j'y suis allée, j'avais serré mon sac contre moi comme si je pouvais y disparaître. Hélène Marchand. Je vais prendre le temps de vous la décrire parce qu'elle mérite qu'on prenne le temps. Une femme d'une 60aine d'années, mince, toujours en beige ou en gris perle, avec des bijoux discrets qui valaient probablement plus que ma voiture. Elle parlait doucement, toujours. C'est la chose la plus dangereuse que j'ai apprise sur elle. Les gens qui parlent doucement n'ont pas besoin de crier pour que ça fasse mal. La première fois qu'elle m'a vue, elle a dit « Édouard m'a tellement parlé de vous ».
Kiné, c'est ça. Et elle a marqué une pause d'une demi-seconde, juste assez pour que la phrase se referme sur elle-même, comme un piège. Vous avez votre cabinet à vous. C'est très bien, très courageux. Comme si ouvrir un cabinet de kiné à 26 ans demandait du courage parce que c'était risqué pour quelqu'un comme moi, quelqu'un de pas tout à fait au niveau. Édouard disait « Elle s'y fera ». Il disait ça pour tout. Elle s'y fera. Laisse-lui le temps. Ma mère est comme ça au début. Et moi, j'acquiesçais parce que j'étais amoureuse et que l'amour, au début, te convainc que tu peux tout arranger avec de la patience et de la bonne volonté. Les fiançailles. Édouard a demandé à Nantes, dans le jardin de mes parents, un samedi après-midi. Ma mère pleurait. Mon père a serré Édouard dans ses bras et lui a dit « Tu prends soin d'elle, d'accord. Juste ça, pas une menace, une demande. » Et Édouard avait dit oui, bien sûr, les yeux dans les yeux, et j'avais cru chaque syllabe. La préparation du mariage a duré 10 mois. 10 mois pendant lesquels j'ai compris progressivement ce que voulait dire appartenir à l'univers des marchands. Hélène avait choisi le domaine. Un château dans la Drôme, 300 couverts possibles, traiteur gastronomique, parc arboré. Magnifique, vraiment magnifique, et complètement étranger à tout ce que mes parents et moi aurions imaginé. J'avais dit à Édouard que j'aurais aimé quelque chose de plus simple. Il avait dit « Mes parents contribuaient beaucoup financièrement, laisse-les avoir ça ». Première concession. Pas la dernière, la liste des invités. Là aussi, c'est devenu un sujet. La moitié des invités côté marchand étaient des relations professionnelles, des partenaires d'affaires, des membres du cercle qui gravitaient autour de François depuis 20 ans. Des gens que ni moi ni Édouard ne côtoyions vraiment. Mais ils étaient là, aux premières tables, parce que c'était comme ça que ça marchait. Mes invités à moi, mes parents, ma sœur Laure et son mari, 3 amis d'enfance de Nantes, mes collègues de Lyon, quelques cousins. Des gens qui prenaient le train depuis la Loire-Atlantique en ayant mis leurs plus beaux costumes. Des gens qui avaient consulté Google Maps pour trouver le domaine parce qu'ils n'avaient pas l'habitude des châteaux dans la Drôme. Mon amie Juliette, mon témoin depuis le lycée, m'avait dit 6 mois avant le mariage « Camille, tu te rends compte que t'es toujours celle qui cède ». Je lui avais répondu que c'était une question de stratégie, qu'après le mariage, on aurait notre vie à nous. Elle avait hoché la tête avec ce regard, qu'ont les amis de longue date, quand elles ne sont pas convaincues, mais qu'elles respectent votre choix. Elle n'avait rien dit de plus. Pas besoin. Le matin du mariage. Je me réveille à 6 heures dans la chambre qu'on nous avait réservée au château. Le ciel dehors est d'un bleu très pâle, presque blanc, ce bleu particulier qu'on a dans la Drôme en juin avant que le soleil prenne de la force. Je reste allongée quelques minutes à regarder le plafond. La robe est accrochée à la fenêtre, en soie ivoire, col rond, dos ouvert. Je l'ai choisie seule, sans Hélène, dans une boutique à Lyon tenue par une femme qui m'a simplement demandé ce que je voulais ressentir. J'avais dit légère. Elle m'avait trouvé cette robe en 20 minutes. À 10 heures, la coiffeuse. À 11 heures, le maquillage. Juliette est là. Elle me tient compagnie. Elle me fait rire avec une histoire de sa semaine. C'est bien. Ça aide. La cérémonie est à 14 heures. À 13h30, je descends vérifier les tables. C'est mon côté professionnel. Infirmière de cabinet, maîtresse de son espace. Je vérifie toujours 2 fois. C'est automatique, ça me calme. Je traverse le couloir du rez-de-chaussée, j'entre dans la grande salle du banquet. 150 couverts, des nappes blanches, des bouquets de pivoine blush, des chandeliers en métal doré, des menus calligraphiés dans des petits cadres. Vraiment beau. J'avance vers la table d'honneur, la table numéro 1, directement face à l'estrade où le groupe jouerait plus tard. Je lis les cartons. François Marchand, Hélène Marchand, Gérard Marchand, le frère d'Édouard, sa femme, 2 associés de François avec leurs épouses, le maire de la commune, ami de la famille, et en bout de table, 2 cousins marchands que je n'avais croisés qu'une fois. 10 personnes, tous marchands ou proches marchands. Je relis encore.
Je cherche les cartons de mes parents. Bernard Renard, Michel Renard. Pas là. Je commence à chercher. Table 2. Pas là. Table 5. Pas là. Table 8. Mes mains ne tremblent pas encore. Pas encore. Table 12. Je trouve leur nom à la table 12. La dernière rangée. Contre le mur du fond, à côté de la porte de service, par laquelle les serveurs allaient passer toute la soirée avec leurs plateaux. Un courant d'air tiède s'en échappait déjà. La table était correcte, je veux dire qu'elle avait les mêmes nappes blanches et les mêmes bouquets. Mais il y avait quelque chose de visible dans la logique spatiale de la salle. Les gens qui comptaient étaient devant, les autres étaient derrière, et mes parents étaient derrière. Bernard Renard, l'homme qui s'était levé à 5 heures du matin pendant 20 ans pour aller travailler sur des chantiers où il faisait -10 en hiver. Michel Renard, la femme qui avait gardé dans un cahier le prénom de chaque enfant qu'elle avait servi à la cantine depuis ses débuts. Table 12, contre la porte de service. Je suis restée debout là, devant leur carton, pendant je ne sais pas combien de secondes. 1 minute peut-être. 2. Le temps s'est un peu dilaté. Puis j'ai cherché la coordinatrice, une femme que les marchands avaient engagée. Sylvie, très efficace, très Hélène dans sa façon de gérer les choses, avec un sourire professionnel qui ne laissait rien filtrer. Sylvie qui a changé le plan de table. Elle n'a pas cligné des yeux. Madame Marchand a fait quelques ajustements ce matin. Elle a dit que vous étiez au courant. Je n'étais au courant de rien. Sylvie a vu quelque chose dans mon visage. Elle a légèrement reculé d'un demi-pas, ce que les gens font quand ils sentent que la conversation va devenir inconfortable et qu'ils préfèrent ne pas être trop près. Je suis allée trouver Édouard. Il était dans la pièce qu'on lui avait réservée pour se préparer. Ses garçons d'honneur venaient de partir. Il était seul devant une grande glace. Il ajustait sa cravate, une cravate bordeaux que sa mère lui avait offerte la veille, avec ce commentaire. « Elle met en valeur tes yeux. » Il la portait. Édouard. Ma voix était calme. Je me souviens que j'étais surprise d'être aussi calme. Tes parents sont à la table d'honneur. Les miens sont à la table 12, contre la porte de service. Qui a décidé ça? Il a continué à ajuster sa cravate 1 seconde de trop avant de répondre. Maman a fait quelques changements ce matin. Il y avait des contraintes avec le placement des partenaires de papa. Des contraintes. Tes parents sont à la dernière table de la salle. Camille, il y a 150 invités. C'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'aurais peut-être dû, je ne sais pas. Mais j'avais appris dans mon travail à ne pas élever la voix quand c'est important. Ça t'enlève de la clarté. Édouard, ce sont les parents de la mariée. Ils devraient être à côté des tiens. Bébé, on s'en parle après la cérémonie. Il a prononcé cette phrase en se retournant vers le miroir. Après la cérémonie. J'ai compté combien de fois il m'avait dit cette phrase pendant les 10 mois de préparation. Après les fiançailles. Après Noël. Après la réunion avec le traiteur. Après était une maison où rien ne se réglait jamais, parce qu'après se déplaçait toujours. Je suis sortie sans répondre. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais quelque chose s'était stabilisé en moi. Comme quand une douleur chronique s'arrête soudainement et que tu réalises à quel point tu t'y étais habitué. Juliette était dans le couloir, adossée au mur, téléphone en main. Elle me regarde. Elle range son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique en 2 minutes. Le plan de table. Édouard. Sa réponse. Juliette ne fait pas de théâtre. C'est une de ses qualités. Elle écoute, elle pense, puis elle dit ce qu'elle pense. La cérémonie est dans combien de temps? 1 heure. Et le registre, vous le signez quand? À la fin du dîner, à la table des mariés, devant les invités. C'était une idée d'Hélène, évidemment. Juliette hoche la tête lentement. Alors t'as 1 heure pour décider si tu veux encore signer ce registre. Je la regarde. Je n'avais pas formulé ça aussi nettement dans ma tête. Mais c'est exactement ça. Je vais aller voir tes parents, elle dit. Toi, tu vas faire ce que t'as à faire. Je suis là. Je me suis retrouvée seule dans le couloir, en robe ivoire,
à 31 jours d'avoir 30 ans, et j'ai réfléchi. C'est là que j'ai entendu la voix d'Hélène. La porte de la suite des marchands était entr'ouverte. Juste assez. Je n'allais pas écouter. Je passais devant pour aller aux toilettes du couloir, mais sa voix, cette voix posée, toujours à la même hauteur. Édouard, ça s'est très bien passé. Les Bernard vont très bien là où ils sont. On ne peut pas avoir des gens comme ça à la table principale. Tu imagines la photo? François a des associés importants ce soir. Des gens sérieux. Un silence. Puis Édouard. Je sais, maman. Camille est un peu sensible avec ses parents. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Mon père qui s'était cassé le dos sur des chantiers pour que je fasse des études. Ma mère qui rentrait le soir avec les pieds gonflés et qui me demandait ce que j'avais appris ce jour-là avant même d'enlever son manteau. Des gens comme ça. Et Édouard, un peu sensible avec ses parents. Je me suis appuyée contre le mur du couloir. La tapisserie était fraîche contre mon dos. Dehors, à travers la fenêtre au bout du corridor, j'entendais le bruit du jardin, des voix, les premiers invités qui arrivaient, des rires. 1 heure. J'ai pris une décision. Je ne vais pas vous dire que c'était facile. Ça ne l'était pas. Il y avait une partie de moi qui disait encore « Peut-être que tu exagères. Peut-être que c'est juste une maladresse. Peut-être que tu vas regretter. » Cette voix existe chez tout le monde. Le problème, c'est qu'on l'écoute souvent trop longtemps. Mais il y a des phrases qui ne s'entendent qu'une fois. Des phrases qui ne se réparent pas avec des excuses, parce qu'elles ont révélé quelque chose qui était déjà là, qui attendait juste que tu l'entendes. Des gens comme ça. Non. Je suis allée trouver Juliette. Elle était à table 12 avec mes parents. Mon père était assis bien droit, les mains sur les genoux, le regard légèrement perdu dans les bouquets de pivoine, comme s'il cherchait quelque chose de familier, dans ce décor qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Ma mère ajustait le col de sa robe, une robe bleu marine qu'elle avait achetée au solde, en me demandant si elle était assez bien. Je lui avais dit qu'elle était parfaite. Papa m'a vue arriver et il a souri de ce sourire qu'il a depuis que j'ai 5 ans. Large, sincère, un peu timide quand même, parce que mon père n'a jamais su très bien recevoir les regards. Tu es magnifique, ma Camille. Papa, je vais te demander de ne pas bouger pendant environ 20 minutes. Il a plissé les yeux. Il me connaissait. Papa savait quand je préparais quelque chose. Juliette était debout derrière lui. Elle m'a regardée. Je lui ai dit avec les yeux ce que j'allais faire. Elle a acquiescé une fois. J'ai demandé à Sylvie où se trouvait le micro de l'estrade. Elle me l'a dit sans poser de questions, ce qui m'a surprise. Peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle était soulagée. La cérémonie s'est déroulée. La mairie, les vœux, les anneaux. Je me souviens de l'intérieur d'Édouard qui me regardait, ce regard qu'il avait quand il était sûr de lui, ce regard qui disait « tout va bien ». On a fait ce qu'il fallait. Je lui ai rendu son regard sans y mettre ce qu'il cherchait. Pendant le vin d'honneur dans le parc, j'ai observé les invités marchands dans leur cercle naturel, les partenaires de François, les amis du lycée d'Édouard qui portèrent des montres que je reconnaissais sans en connaître la marque. Et de l'autre côté, mes collègues de Lyon, les amis de Nantes, ma sœur Laure qui essayait de mettre son fils de 4 ans debout sur l'herbe sans abîmer son pantalon. Et mes parents. Mon père avec un verre de champagne qu'il tenait comme s'il avait peur de le casser. Ma mère qui regardait les roses du parc avec cet air qu'elle a quand quelque chose la touche, mais qu'elle ne veut pas le montrer. On a gagné du temps. Puis les portes de la salle de réception se sont ouvertes. Les invités ont commencé à entrer. Et là, j'ai bougé. J'ai traversé la salle et je suis montée sur l'estrade avant même que le maître de cérémonie ait pris sa place. Il m'a vu venir et il a eu cet instant de flottement que les gens ont quand quelque chose sort du script. Je lui ai demandé le micro. Il me l'a tendu. Je me suis retournée face à la salle. 150 personnes qui cherchaient leur table, qui posaient leurs sacs, qui regardaient les menus calligraphiés. Puis elles m'ont vue. Et le bruit s'est éteint progressivement, par rangées, comme une lumière qu'on baisse. Bonsoir à tous. Je suis Camille. Je suppose que vous le savez. Des rires nerveux dans la salle. Je voulais vous remercier d'être là.
Certains ont fait des heures de route. Ma tante Brigitte vient de Rennes, soit dit en passant, et elle a pris le premier train ce matin à 5h45. C'est de l'amour. Je voyais les visages, la curiosité, quelques sourires. Hélène à la table d'honneur, immobile, son verre à mi-hauteur, les yeux sur moi, le sourire figé. Édouard debout près de la table d'honneur, sourcils légèrement froncés. Il ne comprenait pas encore. Avant qu'on s'assoie tous, je voudrais vous parler d'un plan de table. Silence complet. Mes parents, Bernard et Michel Renard, devaient être à cette table ce soir. La table numéro 1, là où on met les familles des mariés. C'était le plan que j'avais approuvé. Ce matin, quelqu'un a changé ce plan. Mes parents ont été déplacés à la table 12. Je n'ai pas regardé Hélène. Pas encore. Alors, pourquoi vous dis-je ça ? Parce que j'ai aussi entendu ce qu'on a dit de mes parents pour justifier ce changement, que des gens comme eux ne pouvaient pas être à la table principale. Ce soir. Le silence avait changé de nature. Il était devenu quelque chose d'autre. Dense. Mon père, Bernard Renard, a posé des murs pendant 38 ans. Il s'est levé à 5h du matin par des hivers à vous glacer les os. Il a des mains qui ont travaillé pour que moi je puisse étudier, ouvrir un cabinet, me tenir debout dans cette salle aujourd'hui. Ma mère, Michel, a servi à manger à des générations d'enfants en connaissant le prénom de chacun. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas. Mais c'est le genre de choses qui tient une société ensemble. Je marquais des pauses naturellement, comme elles venaient. J'ai choisi d'être ici aujourd'hui parce que j'aimais quelqu'un et parce que j'ai cru qu'on construirait quelque chose de vrai. Mais j'ai compris ce matin que le quelqu'un que j'aimais n'avait rien dit quand ses parents ont mis les miens contre le mur du fond et qu'il m'avait dit que j'étais trop sensible. Édouard avait fait un pas vers l'estrade. Je l'ai regardé, juste une seconde. Il s'est arrêté. Je ne vais pas signer le registre ce soir. Ce mariage ne sera pas légalisé. Un bruit dans la salle. Pas fort. Le genre de bruit qu'on fait quand on retient quelque chose. Je voudrais que mes parents rejoignent cette table. La table numéro 1. Parce que c'est là qu'ils ont toujours été. Dans ma vie. J'ai posé le micro sur le bord de l'estrade. J'ai traversé la salle pour aller à la table Bamo 12. Mon père était debout. Il me regardait avec un visage que je ne lui avais pas vu souvent. Un visage où il y avait trop de choses pour que j'en nomme une seule. « Viens, papa. » Il m'a pris la main. Maman s'est levée de l'autre côté. On a traversé la salle ensemble tous les trois. Et quelque chose que je ne peux pas tout à fait expliquer s'est passé. Les gens se sont levés. Pas tous, mais beaucoup. Ma collègue Sandrine d'abord. Puis mon oncle depuis le fond. Puis quelques inconnus du côté marchand. Des gens qui ne me devaient rien, qui ne savaient même pas qui était mon père. On a pris 3 chaises à la table, les hâtes d'honneur. On s'est assis. Juliette était là. Elle avait déjà déplacé les cartons. Ce soir-là. Ce soir-là est une longue histoire que je résumerai ainsi. François Marchand s'est excusé à voix basse avant le dessert. Pas Hélène. Hélène est partie après l'entrée en disant qu'elle ne se sentait pas bien. Édouard a tenté de me parler 2 fois. La première fois, je lui ai dit que tout passait par mon avocate. La deuxième fois, Juliette s'est levée et il n'a pas insisté. On est resté jusqu'à 11h. Mes parents ont dansé. Mon père ne sait pas danser et il le sait. Alors il fait un balancement régulier de gauche à droite avec un sourire d'excuse. Et ma mère rit à chaque fois comme si c'était la première. J'ai regardé ça depuis ma chaise et j'ai pensé « Voilà. Voilà ce que tu rates quand tu passes que ta vie à expliquer aux mauvaises personnes que tes parents ont de la valeur. Le registre n'a pas été signé. Légalement, rien n'a existé. Juliette avait vérifié tous les détails la veille, discrètement, parce que Juliette fait ce genre de choses sans qu'on lui demande. Dans les semaines qui ont suivi, Édouard a essayé plusieurs fois. Des messages qui alternaient entre les excuses sincères et les reproches à peine voilés. J'ai tout transmis à une avocate. François Marchand a envoyé une lettre. Courte, écrite à la main. Il disait qu'il avait su depuis longtemps que sa femme allait trop loin et qu'il n'avait rien dit. Il ne demandait pas de pardon.
Il constatait sa propre lâcheté avec une honnêteté qui m'a surprise. J'ai gardé cette lettre. Je ne lui ai pas répondu non plus. Pas encore. Je ne sais pas si je le ferai. Les conséquences, pour les marchands, je n'en suis pas responsable et je n'en veux pas le crédit. Simplement, 150 personnes avaient été présentes. Et les gens parlent. Un partenaire de François, celui qui était assis à la table d'honneur et qui avait tout entendu, a pris ses distances dans les mois qui ont suivi. Hélène présidait une association caritative locale. Elle a été invitée à laisser sa place à quelqu'un d'autre au printemps suivant. Poliment, mais clairement. Je n'ai pas organisé ça. C'est la logique naturelle de ce que les gens font avec ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, je suis dans mon appartement à Lyon. 2 pièces, parquet qui craque, fenêtre qui donne sur une cour intérieure avec un tilleul que j'aime beaucoup. J'ai repris le cabinet à plein temps. On a recruté une assistante, ce qui change ma vie de façon concrète et quotidienne. Mes parents viennent le premier week-end de chaque mois. Mon père a repeint mon couloir en octobre parce qu'il ne supporte pas les murs abîmés. Ma mère a apporté une cocotte en fonte qu'elle dit me prêter depuis 2 ans et que je sais être définitivement chez moi maintenant. Juliette vient dîner un mardi sur 2. On parle de tout sauf du mariage, et c'est parfait. Il nous arrive quand même d'en parler, rarement, et quand on le fait, elle ne dit pas que j'ai eu raison. Elle dit juste « t'as fait ce que tu pouvais faire ». C'est suffisant. Quelque temps après, j'ai relu la lettre de François Marchand. Je l'ai retournée dans tous les sens. Il y avait quelque chose d'honnête dedans. Quelque chose de plus honnête que tout ce qu'Édouard m'avait dit pendant 2 ans. Je ne sais toujours pas si je lui répondrai. Certaines portes, on les laisse entr'ouvertes, sans savoir si on a envie qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Ce que je sais que le soir où mon père a traversé cette salle en me tenant la main, quelque chose s'est réparé en moi que je ne savais pas être cassé. Pas avec fracas, pas dans les larmes. Juste quelque chose a repris sa place. Des gens comme ça. Mon père posait des pierres, des vraies pierres, des murs que des gens habitent encore. Ma mère nourrissait des enfants qui avaient faim. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que personne n'a à vous convaincre de la valeur de ce que vous venez. Pas votre fiancé, pas sa mère, pas une table de plan. Cette valeur-là, elle ne se place pas. Elle se tient debout toute seule.